Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire sur les relations presse, qui est un sujet majeur pour Provence Tourisme, mais navrée de ne pouvoir être en live avec vous. Alors pourquoi ce webinaire? Nous sommes convaincus au sein de Provence Tourisme que les relations presse sont un levier puissant et majeur et les retombées presse le prouvent. Et puis notre agence, Provence Tourisme, a été pionnière depuis très longtemps, depuis même la création de Provence Tourisme. Il y a toujours eu des attachés de presse au sein de Provence Tourisme et je peux en témoigner puisque moi-même j'ai été attachée de presse pour Provence Tourisme. Alors aujourd'hui, les relations presse représentent quoi? 60 journalistes accueillis chaque année, 40% de journalistes étrangers, 60% de journalistes français, et puis environ une centaine d'aides techniques qui sont réalisées par l'attaché de presse. Alors les choses ont beaucoup évolué, puisque pour prendre un exemple, en 2000, on accueillait 250 journalistes environ, avec 200 aides techniques, et ce changement peut s'expliquer par plein de raisons. La première, c'est l'évolution du paysage médiatique, mais également les choix que nous faisons au sein de Provence Tourisme. Aujourd'hui, on ne cible plus le quantitatif, mais le qualitatif. On va cibler des journalistes qui vont traiter de sujets qui sont importants pour Provence Tourisme, le tourisme durable, nos filières, la gastronomie. Donc, on cible vraiment des sujets essentiels pour notre agence. Et puis, en termes de fonctionnement, on a une attachée de presse qui s'occupe de la destination du département auprès de nos cibles, journalistes français, étrangers et régionaux. Et on a une chargée de communication qui, elle, s'occupe de la presse locale et de la communication institutionnelle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, c'est assez remarquable puisque nous travaillons tous ensemble, tous les échelons. Si on travaille au niveau de la presse étrangère, on va avoir des relations avec Atout France, le CRT, les villes concernées et l'agence départementale. Et c'est la même chose aussi pour les journalistes français. Alors ce webinaire, il va être organisé évidemment par Provence Tourisme, mais on est accompagné par Sandra Artoré de l'agence Le Bureau, qui a été elle-même attachée de presse au sein de Provence Tourisme et qui est une personne précieuse pour nous, avec qui nous travaillons de façon très efficace. Elle a aujourd'hui une agence importante, puisqu'il y a environ 7 attachés de presse qui travaillent auprès d'elle. Elle travaille à la fois sur le secteur privé, puisqu'elle a des voyagistes, beaucoup d'acteurs du tourisme, mais aussi public. Et nous avons un partenariat avec elle depuis longtemps. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire et un bon travail avec nous. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Sandra, à toi. Bonjour, bonjour à tous. Alors en effet, je suis ravie de présenter ce webinaire aux côtés de Provence Tourisme. Je me présente rapidement. Je suis Sandra Artoré, donc je fais des relations presse depuis plus de 20 ans maintenant et j'ai en effet commencé aux côtés d'Isabelle Brémond en 2000. Je travaillais ensuite dans le milieu associatif pour l'UCPA, l'écolo sportive, et j'ai ouvert mon agence donc il y a 10 ans maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aborder le métier des relations presse. C'est un métier qui est souvent méconnu ou mal connu. Je ne vais pas être exhaustive, je pense, mais voilà, je vais essayer de vous dresser les grandes lignes du métier et du secteur, de son évolution et de ce que vous pouvez en attendre en tant qu'entreprise, qu'annonceur. Donc, on a prévu le webinaire avec trois thèmes, trois questions. Donc, la première, ce sera l'état des lieux de la presse aujourd'hui. Quelle est l'évolution des tendances émergentes dans les grandes lignes? La deuxième, c'est les RP sont-elles un levier de communication pertinent et efficace? Bon, évidemment, je vous dirais que oui, mais je vais un peu argumenter mon propos. Et puis ensuite, quelles sont les bonnes pratiques et les recommandations pour toucher le journalisme, pour faire en sorte que les messages de l'entreprise soient repris, écoutés, en tout cas compris. Voilà, comment on réussit sa campagne presse. Je vais d'abord en intro vous rappeler en fait ce que sont les relations presse, parce que moi, j'en fais depuis longtemps, mais on pose toujours la question autour de moi parce que c'est pas toujours très clair. En fait, les relations presse, c'est vraiment l'interface entre une marque, un projet, une initiative, une association, une entreprise, et puis les médias et les journalistes. En fait, voilà, une entreprise autre a un besoin de notoriété, de visibilité. Donc, c'est quels sont les messages que j'ai apportés, comment je les porte en presse.
Donc là, l'attaché presse, qu'elle fait en interne ou en externe, élabore une stratégie, quel message pour quelle cible, et décline un plan d'action avec beaucoup d'outils qui sont des communiqués de presse, des dossiers de presse, conférences de presse, des petits déjeuners, des interviews. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, l'attaché presse déroule sa campagne. C'est-à-dire qu'elle diffuse ses messages à la connaissance des journalistes qui ne traitent ou ne traitent pas, hein, bien sûr. On est bien dans un rapport de relation presse avec la liberté de la presse. Et le cœur du métier, c'est vraiment cette relation au journaliste. C'est la façon qu'on a de lui raconter notre client ou notre employeur, son actualité et l'intérêt potentiel, surtout pour les lecteurs. C'est vraiment ça qui doit guider quand même ce métier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les relances. En fait, c'est le cœur du dispositif. C'est comment on porte tout ça. Voilà. Ensuite, on récolte les retombées, on réalise des bilans, etc. Donc, en résumé, on diffuse des messages et on gère aussi des demandes entrantes qui peuvent arriver spontanément par rapport à une actualité de l'entreprise ou une actualité plus globale, mais sur laquelle l'entreprise serait experte pour s'exprimer. Voilà, donc le métier de RP, c'est vraiment donner envie aux médias de parler de son sujet, du sujet qu'on a envie de... Avec une information vraie. Voilà, on n'est pas dans une séduction ou dans une communication au sens publicitaire, on est vraiment dans une information. Voilà. Donc ça, c'était juste pour redonner un peu les grandes lignes du métier, puisqu'on est vraiment une bulle au sein de tous les métiers de la communication, et on est souvent la bulle la moins connue, en fait, en réalité. Donc la première question, en tout cas le premier point, c'était un état des lieux, bon alors très rapide, hein, de la presse aujourd'hui, évolution et tendance. Donc moi, je vais vraiment vous parler du périmètre presse, donc presse écrite, télé, radio, web. Donc dans le web, j'entends tout ce qui a des contenus éditoriaux, donc soit des sites vraiment pure player qui sont que sur le web, ou des déclinaisons web d'une presse papier, par exemple, je sais pas, lemonde.fr par exemple. Voilà, donc je vais me concentrer là-dessus. Alors depuis quelques années, effectivement, il y a, enfin, on le sait tous, il y a une baisse des tirages en presse écrite, donc le nombre d'exemplaires soit vendus en kiosque ou sur abonnement. Et donc, c'est corrélé à une baisse des recettes publicitaires. Alors, il y en a une partie qui a migré vers le web, mais voilà. En tout cas, la presse écrite est quand même vraiment fragilisée. On a un autre phénomène aussi qui est sur de l'information de plus en plus courte et des informations qui se succèdent à un rythme effréné, pas toujours qualitative, mais en tout cas dans une espèce de profusion comme ça d'informations. Et en parallèle, on sent quand même vraiment ce besoin de mieux comprendre le monde. Et là, on a plus envie de plus de coulisses, plus de data, plus de données chiffrées, plus de reportages de fond. Donc on a à la fois, moi j'ai l'impression quand même ces deux tendances qui cohabitent en fait, qui sont quand même assez éloignées, mais voilà, c'est une double évolution en fait, avec ces infos courtes et rapides qui s'empilent, qui s'écrasent en fait. Ça, on a l'impression que c'est infini là. Et puis quand même des formats long cours qui renaissent, qui sont quand même très présents et qui sont très qualitatifs en général, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, la presse, comme tous les secteurs, a beaucoup pâti du Covid, évidemment. Donc, on ne pouvait plus sortir pour aller acheter ces magazines en kiosque. Hein. Les kiosques étaient fermés. Ça a fait un report massif quand même de l'intérêt sur les sites web. Donc, ce qui a permis aussi quand même sur des formules payantes de sites web, aussi aux médias en ligne quand même, de renforcer cette partie-là. Mais voilà, les habitudes quand même de lecture de la presse, d'écoute ou de visionnage ont quand même changer durablement. Les journées sont quand même, voilà, c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup de réduction d'effectifs dans les rédactions. Pour les pigistes, ça a été vraiment difficile aussi parce qu'ils ont déjà un statut qui est parfois précaire et compliqué. Donc ça a été une période compliquée, mais voilà. Et puis, du point de vue des attachés de presse et des marques, le Covid a pris toute la place dans la presse. Donc c'était très compliqué d'exister puisqu'évidemment, mais c'était normal, tout était anglais sous l'angle du Covid, de la pandémie. Et moi, je me souviens bien, le premier jour où sur la une du Monde, il y a eu un sujet qui n'était pas lié à la pandémie, c'était un peu la bouffée d'air. On s'est dit, il va y avoir à nouveau de la place pour autre chose, parce que tous les autres sujets, enfin, la vie reprend son cours quand même, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce transfert de papier au digital, il se poursuit, et particulièrement pour la presse quotidienne, on a beaucoup plus l'habitude de lire sur notre tablette, sur notre téléphone, via l'appli du titre de presse, si c'est un titre de presse qu'on suit beaucoup, ou via nos réseaux, ou par le biais de fil. En fait, on a des articles qui sont couchés comme ça, et on va lire beaucoup la presse par ce biais-là. Voilà. De la même façon qu'on regarde aussi maintenant beaucoup la télé en replay, on écoute beaucoup la radio en podcast, etc. Donc ça a vraiment quand même changé notre rapport à l'information, dans sa disponibilité et dans sa volatilité aussi. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose. On a aussi un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui s'accentue, c'est ces chaînes d'infos en continu, avec une télé un peu sensation qu'il faut remplir. On sent que c'est une course un peu, pas perdue d'avance, mais en tout cas, on essaye d'avoir énormément de contenu. Et on a une
dérive et une vigilance qui est à la fois pour nous, les acteurs de la com, mais aussi on s'en rend bien compte en tant que téléspectateur ou que lecteur, c'est que l'opinion remplace l'information. Bon, je ne vais pas citer de chaînes, d'émissions, etc. Mais on a des formules un peu divertissement, voire des informations qui peuvent passer pour de l'information. Et c'est très vigilant, nous qui travaillons dans ces métiers-là, c'est vraiment une vigilance à avoir là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des grands médias nationaux qui ont ouvert des cellules, en fait, pour une vigilance aux fake news notamment. On peut penser par exemple au Décodeur pour Le Monde, à Check News pour Libé. Hier, France Télévisions a organisé une journée spéciale fake news d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose qui traverse, qui traverse la presse, une sorte de crise, à la fois un peu peut-être de défiance, et en même temps de la même façon, ben voilà, en tout cas, il y a des remparts qui se lèvent avec une vigilance là-dessus pour des contenus de qualité. Voilà. Après, en termes d'évolution des formats émergents, alors j'allais parler de podcast, alors c'est pas vraiment émergent, parce que maintenant ça fait vraiment un moment quand même qu'il s'est bien installé dans le paysage, mais le podcast, c'est un format qui est très intéressant parce que c'est vraiment un lieu pour du reportage, pour des interviews. Et puis on a des plateformes vidéo comme Twitch. Alors on pense spontanément à Samuel Etienne, France 3, qui réalise une revue de presse quotidienne. Il cartonne, je crois qu'il a plus de 500 000 abonnés. Et c'est aussi une autre façon de s'informer. Voilà. Et donc, comme je disais, donc, on a de l'info courte et on a donc un retour au reportage de fond, format long. Et je pense, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, par exemple, un magazine qui s'est lancé il y a un an qui s'appelle Bastille, dont la baseline est se libérer des chaînes de l'info. Et ça laisse la plume à des journalistes, des écrivains, pour des sujets qui ne sont pas toujours dans l'actualité. Voilà, ça permet d'avoir des sujets aussi de fond, de grande qualité. Donc, c'est vraiment intéressant. Il se passe beaucoup de choses en ce moment et ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est des tendances importantes. Et sur ce côté un peu sujet de fond, on peut penser aussi aux séries d'été, par exemple du monde.fr, où au départ c'est de l'article en série. Donc par exemple, il y a une série qui s'appelle Succession, vous l'avez peut-être lu, qui a commencé l'été 21, qui s'est continué l'été 22. C'est sur les héritiers du capitalisme français, c'est sur les grandes familles. Et donc au départ, c'est une série d'articles comme ça, une série d'été. Ça a donné lieu à des podcasts. Donc c'est la même info qui va être traitée différemment, etc. Toujours sur le même média, parce que c'est disponible sur le monde.fr. Et comme il y avait un contenu très fort, ça a donné lieu à la sortie d'un ouvrage là, qui est sorti au mois d'octobre de cette année, qui reprend ces reportages. Donc c'est pour voir à la fois toutes les façons de traiter l'info et cette idée qu'on peut avoir des choses au long cours aussi. Donc c'est assez passionnant. Voilà. Et puis, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une évolution, mais en tout cas, on se rend compte que les journalistes aujourd'hui doivent aussi parfois faire un peu la promotion d'eux-mêmes, parce que on va voir qu'ils sont, alors ils le font certainement spontanément, hein, mais ils poussent leur propre papier sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, on peut aussi aujourd'hui, pour s'informer, suivre un journaliste qui va nous permettre de suivre un peu ses publications, etc. Voilà. Bon, après, je n'irai pas plus loin sur les réseaux parce que c'est pas ma spécialité, mais voilà, c'est aussi une façon finalement pour les articles d'arriver à leurs lecteurs. Voilà. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Marie, tu me dis hein, si je parle un peu trop vite. La deuxième, ça va? Le deuxième point qu'on voulait aborder, en fait, c'est est-ce que les relations presse sont un levier de communication pertinent et efficace et est-ce qu'on peut en attendre? Alors, bon, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je vais argumenter un peu. Alors, déjà, je voulais faire la différence vraiment entre relations presse et insertion publicitaire. En publicité, évidemment, on choisit son message, son visuel, sa date de diffusion, etc. Et en RP, on ne choisit pas grand-chose. Enfin, on choisit les messages qu'on diffuse, mais on ne maîtrise pas le résultat. Et quand on fait des relations presse, il faut vraiment accepter cette part d'incertitude, en fait. C'est deux approches qui sont très différentes, qui ne sont pas forcément opposées, qui peuvent être très complémentaires, mais qui ne sont pas du tout gérées par les mêmes personnes. C'est-à-dire la régie pub, elle est gérée soit en interne, soit en externe. C'est une régie pub. Et la partie éditoriale, voilà, c'est la rédaction, c'est le fruit du travail des journalistes. Donc, on est vraiment sur deux... Enfin, de toute façon, ce ne sont pas les mêmes pages, etc. Alors ça, c'est vrai pour les grands médias et la limite est parfois, enfin, vous l'avez peut-être vu parce qu'on vous a peut-être parfois proposé, si vous avez envoyé une info, vous a peut-être parfois proposé d'acheter de l'espace. C'est un peu plus poreux en fait pour des médias qui peuvent avoir un modèle économique un peu plus fragile ou pour la presse professionnelle aussi qui donne parfois plus facilement la parole aux entreprises annonceurs. Voilà. Il y a un peu des spécificités, mais quand même, on reste quand même aujourd'hui sur des choses qui sont vraiment distinctes. Voilà. Donc, quand on mène une campagne RP, il faut qu'on accepte en fait l'incertitude en fait.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va récolter, mais par contre, on a la possibilité de faire plein de choses. Et ça, c'est extra. On a des possibilités d'éco démultipliées puisqu'on va s'adresser à plusieurs médias. On va personnaliser notre message sur le média auquel on s'adresse, etc. On peut aborder une pluralité d'angles. Donc, en fait, ça permet vraiment de partir dans quelque chose de plus massif, mais dans le sens plus travaillé et plus complet. Voilà, on est vraiment sur en fait, c'est un métier très, très différent. Voilà. Et du point de vue du lecteur, quand même, on accorde plus d'importance à un article qu'on lit qu'à une page de publicité, parce que là, tout le monde sait qu'une page de publicité, elle a été achetée. Un article, on se doute bien que le journaliste s'est renseigné, on ne sait pas jusqu'où il est investigué, mais en tout cas, il s'est renseigné, il a fait le choix de parler de ce sujet, pas d'un autre. Voilà. Et une des grosses différences aussi, c'est l'aspect budgétaire, c'est-à-dire que alors, je vais vous donner des chiffres comme ça, mais ça ne donne pas grand-chose, mais une campagne RP musclée annuelle pour une grosse boîte, ça commence peut-être à 20K et puis ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Et une page dans le L, c'est à 35K à peu près pour un one-shot. Donc voilà, donc sur une campagne pub, on sait exactement ce qu'on a puisqu'on l'achète. Et sur une campagne RP, voilà, on a une part d'incertitude, mais on a potentiellement quand même, si le message est pertinent, une possibilité d'écho qui est très importante. Alors, donc, pour développer plus sur la partie relation presse, c'était juste pour faire le distinguo en pub et en RP. En RP, donc, on peut s'emparer d'une variété de messages, c'est-à-dire qu'à partir d'une marque, d'un projet, etc., on va pouvoir aller parler de ses produits, parler de l'actualité de l'entreprise, parler RSE, parler marque employeur. Enfin, on a la possibilité de faire énormément de choses, de faire des paroles d'experts également. Voilà. Donc, on peut, mais ça, c'est tout le travail de votre attaché de presse ou de vous en interne, c'est de se dire, j'ai beaucoup de matériel finalement sous la main, j'ai plein de ficelles à tirer. Tout l'équilibre, c'est de savoir ce qu'on dit à qui, à quel moment. Voilà, mais pour un même client, on va pouvoir promouvoir un savoir-faire, rebondir sur une actualité en disant moi je suis expert, peut-être que ma parole a une valeur, je peux intervenir, etc. On peut promouvoir un événement, voilà. Donc ça c'est intéressant. Et donc oui, c'est efficace, mais c'est efficace uniquement si c'est ultra personnalisé en fait. C'est-à-dire qu'on le décline de façon très organisée et très méthodique, mais à la fois, enfin, c'est un côté toujours un peu dentelle en relation presse, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire deux fois la même chose parce qu'on ne s'adresse pas aux journalistes, à tous les journalistes de la même façon. On a des documents support, évidemment, sur les dossiers, les communiqués, etc. Mais après, chacun doit avoir enfin, en tout cas, on doit apporter une lecture différente de chaque communiqué pour chaque personne qu'on relance derrière. Voilà. En fait, une campagne RP, si elle est abordée comme une campagne d'emailing, c'est voué à l'échec. Vous l'avez peut-être déjà testé, on envoie un communiqué, bon, il ne se passe rien derrière en règle générale, à part si on lance un iPhone, mais bon, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est la qualité du fichier, certes, mais c'est comment après on va porter ce message à chaque journaliste. Parce qu'en fait, on considère, bon, après, tous les journalistes sont différents, évidemment, mais la communication qu'on envoie, elle vient s'empiler dans une boîte mail qui déborde déjà de communiqués, de dossiers de presse, d'invitations de presse, etc. On arrive au milieu d'une foule de sollicitations, on n'imagine même pas en fait le volume que ça peut représenter. Et voilà, donc ce qui est très, très important, justement, c'est tout ce travail très personnalisé, mais que je développerai dans la troisième partie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre une visibilité, un travail sur l'image, une tonalité. Il ne faut pas en attendre des retombées commerciales immédiates, sauf si, par exemple, il y a un objectif de billetterie, parce que là, on va être sur un festival, une date, et le fait d'en parler, évidemment, ça va déclencher de l'achat. Mais il faut plutôt voir, à part pour ce cas spécifique, il faut plutôt le voir comme un travail global sur l'image qui va venir compléter peut-être une campagne que vous aurez menée sur les réseaux sociaux, une campagne d'affichage que vous aurez fait, des opérations grand public, ou je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie d'un tout, on est un pan de la communication, on s'intègre là-dedans, et nous, on ne vient pas sur une partie commerciale. Voilà. On participe à changer une image, installer une image, voilà. Marie, c'est bon? Voilà, on fait l'image qui, on espère, va servir la marque. Après, comment on sait si notre campagne est réussie? Donc, il y a des moyens d'évaluation de la campagne qui sont de plusieurs ordres, en fait. Soit on part, alors ça, c'est une méthode très ancienne qui est très décriée, et bien d'accord, c'est évaluer l'équivalent publicitaire. C'est-à-dire, j'achète, enfin, j'ai mon boss qui est interviewé dans Le Monde, ça fait une demi-page. Si j'avais acheté une demi-page, combien je l'aurais payé? Bon, en fait, voilà, le lecteur,
comme je vous disais, il ne va pas accorder la même crédibilité à une pub et à une interview. Et puis, dans une pub, on dit très peu de choses. Dans une interview, on peut dire plein de choses. Donc, en fait, c'est un moyen, quand on n'avait rien d'autre, bon, ça pouvait servir, mais c'est très décrié à juste titre. Voilà. Ensuite, on peut faire, là c'est basé vraiment sur du quantitatif, mais combien j'ai d'articles, dans quel type de presse, quelle est la taille de mes articles, le nombre de citations, il est illustré, il n'est pas illustré, il y a une interview ou pas. Donc ça nous donne un espèce de panorama. Bon, à part si on compare sur l'année d'avant, bon. Après, il y a une autre possibilité, mais ça c'est pour vraiment les grosses boîtes, c'est commander une analyse plus poussée auprès d'un organisme de type Kantar Media par exemple, qui va prendre en compte à la fois tous ces critères et d'autres, et qui va analyser en fait la puissance, la visibilité de la marque. Alors ça, c'est vraiment un métier à part entière, d'ailleurs c'est pour ça que c'est traité par des entreprises, des organismes dont c'est le métier, et ça peut produire, alors moi je ne suis pas très pertinente là-dessus forcément, mais ça peut produire des données telles que l'UPM, c'est l'unité de bruit médiatique, qui en fait permet d'évaluer l'exposition des Français à un message. Donc là, on rentre, bon, si vous êtes Orange, ça vaut le coup de mettre ça en place. Voilà, ça ne vaut pas le coup pour tout le monde de se lancer là-dedans. Et après, moi, ce que je vous conseille plutôt, si vous voulez évaluer, voilà, si vous avez réussi votre campagne, etc., c'est de faire confiance à votre attaché de presse, qui va très bien savoir si la campagne, elle a fonctionné, elle n'a pas fonctionné, c'est un peu moyen, il y a moyen de mieux faire, ou il y a un sujet qui n'a pas accroché, etc. C'est des choses que les attachés de presse sentent tout de suite. Voilà. Et il vaut mieux parfois avoir 3 papiers très qualitatifs en termes de message et de cible du message que peut-être une vingtaine de papiers qui vont traiter le sujet de façon un peu plus diffuse, plutôt un peu copier-coller du communiqué. Alors, copier-coller du communiqué, l'avantage, c'est que c'est exactement ce que vous vouliez dire. Mais bon, quand on le retrouve 5 fois dans la presse, exactement la même chose, voilà, c'est quand même un peu moins stimulant quand même, je trouve. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les chiffres de parution ne reflètent pas toujours la qualité d'une campagne RP. Bon, non plus, on en a, mieux c'est. Ce qui est bien, c'est d'avoir des gros sujets très puissants et puis une myriade d'autres, notamment sur les sites web, ça permet d'augmenter quand même le référencement. Mais voilà, donc c'était pour dire ça. Et par exemple, j'ai le souvenir d'avoir eu 4 pages en TGV Magazine. Alors, TGV Magazine n'existe plus, mais pour un de mes clients, et ça a eu un écho, mais complètement fou. Alors que c'est pas un des plus gros tirages, mais ça a touché les bonnes personnes qui prenaient le TGV ex-Paris, voilà, en première à l'époque, c'était le TG Magazine, et ça a eu un écho incroyable auprès de la cible de mon client, et ça a été extrêmement puissant, plus peut-être que si j'avais eu quelque chose sur un site web à très forte audience. Donc il y a vraiment cette question d'adéquation, en fait, entre les personnes que vous avez envie de toucher, auxquelles vous avez envie de parler, et puis vos retombées. Voilà, c'était pour la deuxième partie. La troisième partie, donc, c'est quelles sont les bonnes pratiques et les recommandations pour toucher les journalistes, voilà, comment on réussit sa campagne presse. Alors, les relations presse, c'est pas sorcier en réalité. Il faut du bon sens, il faut du temps, il faut beaucoup de temps. C'est surtout voilà, du bon sens et beaucoup de temps. Il faut avoir cette faculté de se mettre à la place du journaliste, l'écouter, comprendre ce dont il a besoin, voir si ça peut matcher avec ce que vous avez envie de communiquer, beaucoup échanger, et à la fois être quand même très souple et très adaptable parce que vous pensez que vous avez une idée à lui proposer et en fait lui il va vous proposer autre chose, et l'idée c'est que ça puisse correspondre ou pas. Il ne faut pas hésiter à dire si ça ne correspond pas, il ne faut pas essayer à tout prix de vendre son message, il faut savoir se retirer parfois pour ensuite revenir le jour où on a quelque chose qui colle plus. Voilà, en fait, pour mener une bonne campagne, c'est ça, c'est du bon sens et du temps. Et puis, il faut lire soi-même la presse, il faut aimer la presse, parce que j'entends parfois, oh, les journalistes, c'est compliqué, etc. En fait, il faut avoir envie de bosser avec eux. En fait, vraiment, ça, c'est faux. Puisqu'ils font un super métier. Enfin, c'est dur à exercer aujourd'hui. En fait, être journaliste, c'est compliqué. Être pigiste, c'est encore plus compliqué. Voilà, il faut vraiment respecter ça et avoir envie, en fait. Et pas se dire, je le fais, bon, parce qu'il faut le faire, quoi. Donc, en partant comme ça, déjà, c'est quand même... Enfin, ça se passe super bien. Alors, il faut avoir un fichier à jour. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, un fichier à jour, c'est un travail au long cours. C'est une mise à jour quasiment quotidienne. C'est une lecture quotidienne. Et c'est des outils performants aussi pour gérer cette base de données. Donc, en fait, le triptyque idéal, c'est d'avoir son fichier personnel hyper qualifié, d'avoir un abonnement à
un organisme type, ils ont beaucoup changé de nom, mais c'est Cision, Cision ou Data Press, donc maintenant c'est le même groupe de toute façon, parce qu'il y a toujours un angle que vous allez devoir traiter, que vous n'avez pas pu, qui n'est pas dans votre cœur de cible ou autre, ou des mises à jour que vous pouvez récupérer, etc. Donc ça, c'est un complément intéressant. Et ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un logiciel hyper performant derrière pour traiter tout ça, à la fois vos données perso et vos données sourcées par cet organisme. Et là, alors vous êtes hyper... Et ça, une agence de taille moyenne, elle peut vous l'apporter. En interne, ça dépend de la taille de votre entreprise. Voilà. Et alors ensuite, une fois que j'ai mes bons contacts, je vais vraiment préparer mon message, c'est-à-dire je m'adresse à quel journaliste, il travaille pour quel média, d'habitude il traite quels angles et quels angles il a traité récemment. C'est-à-dire si j'arrive avec un sujet mais qu'il l'a traité il y a 15 jours, déjà il va voir que je n'ai pas vu ce qu'il a fait récemment, et puis ce ne sera pas le bon moment. Donc il vaut mieux que je me réserve de ne pas l'appeler aujourd'hui, mais que je me note, de toute façon il faut se faire beaucoup d'alerte, que je me note de l'appeler dans 6 semaines parce que ça fera un moment qu'il n'a pas traité sous cet angle-là et potentiellement j'aurai plus de chances de se passer à ce moment-là. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est très... fait du tricot en fait, hein, en permanence, on essaye toujours d'ajuster, d'être le plus précis possible. Donc l'idée c'est d'avoir un sujet qui est travaillé, qui est très construit quand on va au contact. Alors le contact il peut se faire de plein de façons, mais quand on va au contact, mais d'être aussi souple si le journaliste a besoin d'autre chose que ce avec quoi on arrive dans nos poches, quoi. Il a très peu de temps, il est super sollicité, donc il faut qu'on ait un pitch concret, ciblé, hop, bon tempo, bonne audience. Et là, voilà, on ne fait pas perdre de temps. Et potentiellement aussi, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les contacter, c'est qu'on leur ramène de la matière, donc ça peut être super chouette pour eux aussi. Parce que c'est pas à travers les communiqués, etc., qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans vos secteurs d'activité, qu'ils sentent les tendances, qui sentent les actualités, etc. Donc, vous arrivez, enfin, c'est aussi chouette ce travail d'Orlande dans le sens où vous arrivez avec quelque chose qui va les aider, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, oui. Alors, par exemple, et puis, ce qui est important, c'est la bonne connaissance des délais de bouclage. Donc, on a pour habitude de dire un mensuel bouclé 3 mois avant, un hebdo 3 semaines avant, un quotidien pour les infos froides 3 jours avant, et pour les infos chaudes, 1 heure avant. Voilà. Bon, alors maintenant, avec le web, on est dans une espèce de cycle continu, en fait. Donc, ça change un peu la donne. Là, ce que je vous dis, c'est plus pour le print. Mais par exemple, si j'appelle Prima au mois d'octobre pour proposer une bûche de Noël, bon, c'est complètement inutile puisque les bûches de Noël, les journalistes, ils les goûtent fin août, début septembre pour la presse écrite. Donc, alors, ça pourra peut-être passer sur prima.fr, mais pour le print, c'est même pas la peine. Je perds du temps et je lui fais perdre du temps et je lui montre que je connais pas bien son métier. Donc, le tempo, c'est très, très important en presse. Voilà. Ce qui est très important aussi, c'est d'arriver avec une information qui est vraie, qui n'est pas enrobée, qui est assez transparente. Mais le travail de l'attaché de presse, qu'il soit en interne ou en externe, c'est aussi dire parfois à son employeur ou à son client, ce sujet il est super, mais alors ça n'intéressera pas du tout les journalistes. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir, je sais pas, je vais dire, par exemple, un hôtel qui est très bien, qui fonctionne très très bien, qui est très bien mené, très bien tenu, très bien géré, etc. Mais il n'a rien qui se différencie des autres. Donc, c'est super pour le client, mais le journaliste, il a toujours besoin que ça se différencie d'une façon ou d'une autre, ou qu'il y ait une démarche, ou qu'il y ait une histoire, etc. Et donc, du coup, le travail de l'attaché de presse, c'est de dire, attention, là, sur la déco de l'hôtel, on ne va pas pouvoir dire grand-chose, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, ce qu'on fait en RSE, ce qu'on fait en termes d'employeurs, d'employabilité, etc., ou notre travail sur les saisonniers pour faire pérenniser les emplois, etc., ça, c'est vraiment intéressant et là-dessus, il y a quelque chose à communiquer. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'attaché de presse, de parfois être capable de dire à son client, non, on n'y va pas, en fait, ça n'a pas d'intérêt, ou à son employeur, voilà, de cette façon-là. Donc c'est vraiment aussi ce rôle de filtre, en fait, qui est vraiment super intéressant. Voilà. Et alors après, donc ça c'est une remarque plutôt sur le tourisme en évolution dans la façon de travailler avec les journalistes. Dans le tourisme, on fait beaucoup de voyages de presse qui nécessitent beaucoup de temps, du temps pour le journaliste, beaucoup de temps de préparation en amont pour attacher de presse, beaucoup de temps pour ou les institutions ou les professionnels, les sociopros, etc., qui se mobilisent, qui bloquent les chambres, enfin, qui font beaucoup de choses. Et ce format de voyage de presse, ça fait des années. On voit bien que c'est de plus en plus compliqué à remplir, enfin, surtout si on peut remplir avec des personnes qui nous semblent en adéquation avec ce qu'on a envie de communiquer. Et bon, alors moi, ça fait plus d'1 an que je fais dans le tourisme, donc je fais des voyages de presse. Et en fait, là, cette année, on a eu un phénomène qui est, je pense, très lié en fait, au Covid, c'est-à-dire qu'on a eu des taux d'annulation qui étaient complètement dingues. Alors, moi, je représente pas mal de destinations, notamment aussi sur la côte atlantique. Donc,
Et puis dans l'arrière-pays, enfin, le Puy-en-Velay aussi, etc. Donc, c'est pas lié à la Provence spécifiquement. On a eu des taux d'annulation qui étaient complètement fous sur les voyages de presse. Et en fait, je pense qu'avec le Covid, on a tous eu ça, c'est-à-dire à juste titre en règle générale, mais on a annulé au dernier moment parce qu'on avait le Covid, parce qu'on était cas contact, etc. Et je pense qu'il y a un sentiment de désengagement à se dire, bon, ben, le voyage partira quand même, moi, j'y vais pas, ça m'arrange pas, etc. Et sauf que ça a mobilisé beaucoup de monde derrière. Donc, typiquement, enfin, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne sur nos destinations, on fait le pari pour l'année prochaine de ne faire que de l'individuel et on ne fait plus de voyage de presse de groupe. Donc, on va le tester, hein, les clients qui en ont parlé adhèrent pour l'instant. Et donc, ça nous renforce dans cette idée, mais quel que soit le type de sujet, c'est-à-dire qu'on personnalise. Donc, le journaliste déjà se sent plus concerné, plus impliqué, parce qu'on prépare quelque chose pour lui, que ce soit un message, un voyage ou autre. Et on colle vraiment beaucoup plus à ses attentes, à ses besoins. Donc, ça évite notamment, je pense, au voyage de presse, au fait qu'on a 5 journalistes, et puis pendant le voyage de presse, il y en a un qui a besoin de faire un nombre complémentaire, donc il se détache du groupe, enfin, c'est jamais très pratique. Et donc, ça, c'est juste que le reflet de ce qu'on se dit sur cette hyper-personnalisation qui permet aussi de transformer plus facilement, en tout cas, la reprise du sujet qu'on a envie de porter. Voilà. Donc, voilà, quasiment au bout. Donc, en fait, ce contexte, il ne fait finalement qu'accentuer la bonne recette DRP qui a toujours été la même, en fait, hein. On n'invente rien, c'est-à-dire voilà, de personnaliser au maximum. Donc, c'est pas très révolutionnaire, hein, mais c'est voilà, toujours du bon sens, en fait, tout simplement. C'est comment j'apporte au bon moment un contenu de qualité, bien ciblé aux journalistes, et pourquoi mon info va intéresser, bon, le journaliste certes, mais va surtout intéresser les lecteurs du journaliste. Faut pas, enfin, le journaliste, c'est ça son logiciel, c'est est-ce que mon lecteur, ça va l'intéresser. Voilà. Pourquoi est-ce que le journaliste choisirait de parler de mon entreprise, de mon initiative? C'est vraiment les questions à se poser, en fait. Et une attachée de presse, elle passe sa journée à faire des propositions ajustées individuelles à ses contacts. Donc, elle le fait par téléphone, par mail, par Twitter, par LinkedIn, par WhatsApp. On en a qui ne bossent que par texto. Enfin, peu importe le canal, mais en tout cas, l'idée, c'est toujours cette idée de message extrêmement ciblé. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et donc, pour conclure, oui, les relations presse sont toujours d'actualité. Enfin, en tout cas, je pense fort. Voilà. Merci Sandra, tu nous as bien convaincus. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est assez passionnant comme job.